Alors, nous avons la chance, comme le dit Skinner, je cite quand même un des principaux noms de l'histoire de la psychologie scientifique, eh bien, nous avons la possibilité d'agir sur des variables, sur les variables de l'équation comportementale. Donc, on peut apprendre à l'enfant comment percevoir autrement la guimauve, on peut apprendre à l'enfant à se parler. L'état de l'enfant va dépendre aussi de son état physiologique. J'oubliais cette variable. S'il a faim, il va céder plus rapidement, bien sûr, aussi, etc. Nous avons la possibilité d'agir sur nous-mêmes. Et agir sur nous-mêmes, attention, ça veut dire savoir sur quelle variable il va falloir agir. Est-ce qu'on va agir sur des stimuli, par exemple, éviter des stimuli? Est-ce qu'on va s'empêcher des actions à venir? Par exemple, quelqu'un qui souffrent d'achats compulsifs, c'est la période des soldes. Hein. Je ne vais pas utiliser le féminin, bien que ça me soit venu à l'esprit. Non, les hommes boivent de l'alcool, les femmes achètent, hein, comme ça, souvent, statistiquement. Mais ne faisons pas stéréotype, hein, c'est purement statistique. Donc, disons, c'est la période des soldes, eh bien, on peut aller en ville, pourquoi pas, mais sans carte de banque et seulement avec un billet, disons quoi, 2 billets de 50 euros, par exemple. Hein. Alors on est limité. On fait comme Ulysse. Hein. Évidemment, si vous avez une carte de banque, c'est les soldes, on achète puisque c'est moins cher. Hein. On achète des choses dont on n'a pas besoin, mais comme c'est moins cher, on les achète quand même. Hein. Tout le monde sait ça. Enfin, moi je ne fais pas ça, mais ma femme bien. Je ne le fais pas. On ne peut pas être parfait. Hein. Donc voilà, la psychologie met en œuvre des lois. Par exemple, nous savons que si nous prenons un enfant qui a 4 ans, qui a faim, auquel on montre un bonbon en lui disant « Regarde comme il est beau, comme il est bon, mais si tu attends 5 minutes, tu vas en avoir 2. » Ah ben, nous savons, il y a quasi 100% de chances qu'il mange tout de suite le bonbon. Si nous prenons un enfant de 10 ans en disant « Voilà, il y a un bonbon, dis-toi qu'il a un mauvais aspect, essaye de détourner ton attention, regarde s'il n'y a pas d'autre chose à faire dans la pièce, et tu vas voir quelle chance ce sera d'attendre. À ce moment-là, il y a 100% de chances qu'il va attendre. C'est un exemple tout simple, mais nous pouvons de la même manière établir des lois du comportement qui nous permettent de mieux agir sur notre comportement. Et on peut espérer, on constate qu'à mesure que la psychologie scientifique se développe, eh bien, on peut mieux aider des personnes qui sont confrontées à des impulsions désastreuses, comme par exemple boire, simplement fumer, qui est, comme vous le savez, une dépendance très forte. Hein, la nicotine crée des dépendances très très fortes. Il y a peu de gens qui arrêtent facilement, seuls ou même accompagnés, etc. Eh bien, à mesure que la psychologie scientifique progresse, ça va aller mieux. Est-ce que la connaissance suffit? Non. La simple connaissance de ces lois ne suffit pas. La bonne nouvelle, c'est que les connaissances augmentent. La mauvaise nouvelle, c'est que les connaissances ne suffisent quand même pas. J'ai donné ici un exemple. À nouveau, vous allez dire, vous prenez toujours des exemples de psychanalyse. C'est aussi parce que ce sont ceux-là que je connais le mieux, puisque j'ai passé beaucoup d'années de ma vie à étudier le freudisme. Et voilà, une des patientes de Freud, Hilda Doolittle, qui est une poétesse américaine, écrit dans le journal de sa psychanalyse, pendant qu'elle est en psychanalyse chez Freud, elle note tous les jours ce qui s'est passé, très intéressant à lire, et elle écrit dans ce journal à la fin, j'ai beau décider que mes expériences n'ont été que la suite logique de la maladie, de la séparation avec mon mari, de la perte de l'amitié de Laurence, il n'en est pas moins vrai que je ne possède aucune technique pour venir à bout de cette vision. Et donc, elle est toujours malheureuse. Elle a déjà, avant de venir chez Freud, elle a déjà fait 2 psychanalyses aux États-Unis, notamment chez Hans Sachs, qui est un des célèbres élèves de Freud, qui a émigré aux États-Unis. Et ensuite, chez Freud, ça ne va pas marcher. Hein. Malgré toute l'admiration qu'elle a pour le génie créateur de la psychanalyse, elle va alors aller chez Walter Schmidberg. Ceux qui connaissent la psychanalyse, je signale que c'est le mari de Mélanie Klein, enfin, ils ont divorcé. Et elle va ensuite aller encore chez un autre psychanalyste en Suisse. Donc, voilà, elle dit, moi je sais ce qui ne va pas, et je ne parviens pas à changer. Effectivement, la connaissance ne suffit pas. Et je répète encore une fois que s'analyser à perte de vue n'est pas la bonne solution. Il faut pouvoir analyser les comportements, mais trop d'analyse paralyse. Rappelons-nous le mythe de Narcisse qui va finir par se noyer à force de se regarder.
ça va, je suis dans les temps. Et voilà la troisième partie où nous allons expliquer de manière un peu plus concrète comment changer. Bon, alors, changer des comportements est parfois très simple. Un exemple, je reçois une femme espagnole qui m'explique qu'elle vient de voir parce qu'elle est devenue très irritable. Elle se dispute à longueur de journée avec sa mère depuis qu'elle est allée revivre chez ses parents parce que son compagnon l'a quittée justement au moment où elle était enceinte. Alors maintenant, elle a une petite fille, elle est sans travail, le compagnon est parti et donc elle est retournée chez ses parents. Elle dit, vous savez, moi j'adore mes parents et je me dispute tout le temps, mais m'énerve, m'énerve. Alors je lui demande, entre autres choses, je lui demande, vous buvez du café? Ah oui, elle dit ça toute la journée. Nous avons, le matin, on fait un grand pot et elle dit, ah oui, je prends 8-10 tasses par jour. 8-10 tasses par jour de café, madame? Avec de la caféine? Oui, 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 oui. Et avant, ah non, avant, non, c'est mes parents qui boivent comme ça. Alors je lui dis, mais de grâce, vous allez boire un tiers de cette caféine, le reste vous remplacez par du déca ou par des jus de fruits ou par n'importe quoi. Et donc, quand elle revient la semaine d'après, elle me dit, mais je ne suis plus irritable, beaucoup moins. Donc, parfois, c'est simple, mais parfois, c'est beaucoup plus compliqué. Lorsque les gens, par exemple, sont alcooliques ou ils ont de fortes dépendances, alors là, c'est du boulot. Donc, il va falloir d'abord bien observer de quoi il s'agit. Observer méthodiquement quoi? Méthodiquement des comportements. Observer ce qui passe par la tête, ce que la personne pense, ce qu'elle se dit, comment elle perçoit les choses, comment elle les interprète, observer ses émotions, ses actions, qu'est-ce qu'elle fait concrètement, et qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle ressent, dans quelle situation, et quelles sont les conséquences de tout ce qu'elle pense et de tout ce qu'elle fait. Et donc, ça, c'est un travail qui ne demande pas des semaines et des centaines d'heures de travail, mais qui doit se faire méthodiquement. Il faut que la personne comprenne bien, par exemple, les idées qui la piègent. Un joli exemple, bon, c'est un peu caricatural, ça va vite, mais c'est quand même assez parlant. Voilà, quelqu'un qui, comme vous savez, est alcoolique, hein, et qui a décidé de ne plus boire. Il a juré parce que ça lui a porté malheur. Hein. Tout le monde connaît le capitaine Haddock, hein, Hergé, le dessinateur de bande dessinée le plus célèbre au monde, où tout le monde a du Tintin, et probablement le crabe aux pinces d'or. Vous savez que le capitaine est au milieu de l'océan. Il est seul, il a soif, et il découvre dans la barque, en ouvrant une petite armoire, une bouteille de rhum. Et il dit, j'ai promis de ne plus boire, et je tiendrai parole. Voilà, la résolution qui revient, qui réémerge. Mais à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle en flamand les Duivelstemmetjes, les petites voix du démon. Ah oui, je signale que si je roule R, c'est parce que j'ai d'abord parlé flamand avant de devenir ce qu'on appelle maintenant en Flandre un Franskion. Donc, je ferme la parenthèse donc, pour dire que il va alors trouver un procédé pour ne pas avoir de culpabilité tout de même. Il va faire ce qu'on appelle une minimisation. Après tout, si j'en buvais une toute petite gorgée, quelqu'un qui fumait, il a décidé de ne plus fumer, mais il dit, je prenais quand même une petite cigarette. Et il se justifie, il dit simplement, pour me réchauffer un peu. Donc il y a une bonne excuse. Le problème avec l'alcool et avec d'autres dépendances, comme le chocolat, que je connais bien, parce que moi je ne suis pas accro à l'alcool, mais j'adore le chocolat, mais je me contrôle. Je peux vous expliquer après comment. Alors il dit, ah, ça fait du bien par où ça passe. Et à ce moment-là, il y a un deuxième stimulus qui met le feu aux poudres, sans compter qu'avec l'alcool, on perd évidemment des capacités de contrôle, une fois qu'on a un certain taux d'alcoolémie. Et il recommence sa minimisation en disant, allez, encore une larme. Il ne va pas vider la bouteille, il l'a promis, il a juré, mais une larme. C'est rien du tout, une larme. Et puis je la jette. Et tiens, elle est déjà vide. Donc, observer méthodiquement, pas seulement les actions, mais aussi la manière dont nous pensons. Et ça, c'est plus difficile. Nos émotions, et ça, là, il y a un travail à faire. Quand les problèmes sont compliqués, c'est difficile de le faire seul. J'ai expliqué le mieux possible dans mon bouquin, c'est pour ça qu'il y a 300 pages, donc j'ai bien expliqué comment observer ça, mais quand on est confronté à une véritable dépendance,
Je pense qu'il ne suffit pas de lire le livre, ça je dois bien reconnaître. Il va falloir quantifier aussi, c'est important pour pouvoir juger, analyser, ne pas tomber dans le piège d'un docteur Knock, hein, c'est-à-dire ne pas trop vite s'affoler. Hein, ce que font des personnes, moi je vois parfois des personnes qui viennent me voir parce qu'ils adoptent plein d'autres comportements et ils s'affolent alors qu'il n'y a pas lieu de s'affoler, quoi, hein, c'est normal. D'autres feraient bien de consulter. Sont par exemple sous la pente de l'alcoolisme, et vous savez bien aussi à quel point, parce que précisément j'ai vu que l'Observatoire du Hainaut a beaucoup étudié ce phénomène. D'autres, au contraire, ne vont pas se rendre compte qu'ils sont déjà sur une pente glissante, ou la pente de l'anorexie, par exemple. Hein. Ça a été aussi à l'honneur à la télévision tout récemment encore, des jeunes filles qui ne veulent pas du tout reconnaître qu'il y a un très grave problème, même pas seulement de santé, mais pour la vie. Donc il s'agit de quantifier pour voir un peu si le problème est sérieux ou pas. Hein. Et c'est pour ça qu'il faut quand même des critères, des classifications, etc. Je n'ai pas le temps de développer ça. Analyser, voir quelles sont les relations, quels sont les processus, les croyances sous-jacentes. Par exemple, nous sommes très facilement victimes de ce qu'on appelle en anglais des must. Nous pensons qu'il faut absolument être toujours contrôlé. Si nous voulons absolument toujours nous contrôler, nous allons avoir des gros problèmes. Ce qu'il faut, ce n'est pas vouloir à tout prix nous contrôler, mais c'est pouvoir nous gérer plus ou moins convenablement. Si nous pensons qu'il faut absolument toujours être compétent et paraître intelligent, nous allons avoir des gros problèmes. Un professeur doit pouvoir accepter qu'il ne sait pas tout, que des étudiants posent des questions auxquelles il ne peut pas répondre. Nous ne devons absolument pas vouloir être aimé par tout le monde. Ça, c'est aussi du poison. Il faut accepter qu'il y a des gens qui ne vous aiment pas. Donc là, il y a tout un travail à faire. Je vous assure que ça, c'est une des sources importantes de troubles psychologiques. C'est ces exigences qui sont excessives, qui sont irréalistes. Il faut analyser aussi des processus de pensée, comme la minimisation. Il faut que la personne se rende compte que lorsqu'elle doit céder à l'impulsion, quels sont les processus cognitifs qui ont cours et qui sont très automatisés, dont elle ne prend même quasi pas conscience. Hein. Le capitaine Haddock, là, dans les bulles, on voit ce qu'il pense, mais lui, il ne voit que les bouteilles, il ne prend pas de distance à l'égard de ce qu'il pense, il n'analyse pas ce qui lui passe par la tête et qui lui permet d'adopter un comportement qu'il s'était pourtant juré de ne pas adopter. Il faut réfléchir à nos valeurs et à nos objectifs. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de changer? Est-ce qu'il faut vraiment faire des efforts? Donc nous devons faire de l'observation, de l'analyse et des efforts pour les choses qui en valent la peine. Et puis définir des objectifs comportementaux. Donc pas simplement dire, bon, il faudrait faire ça. Hein, par exemple, moi je pense qu'il est très important d'apprendre la relaxation, de pouvoir très rapidement se décontracter. C'est une chose que j'apprends pratiquement à tous les patients qui viennent en consultation. Pas tous, mais disons 8 sur 10. Et je leur dis, en leur donnant un CD pour qu'ils puissent s'exercer, et une brochure pour qu'ils comprennent bien, etc. Je ne leur dis pas, alors maintenant, faites de la relaxation. Je dis, quand pensez-vous que vous allez pouvoir la faire? Quel jour? À quelle heure? Où ça? Dans votre lit? Le dimanche? À la sieste? Combien de fois par semaine? Etc. Et je leur donne un papier en disant, est-ce que vous pourriez noter les 10 premières séances pour voir un peu quand vous le faites, etc. Donc, il faut des objectifs précis, parce que si on dit... Comme l'étudiant qui dit ah, je devrais étudier tel cours qui me casse les pieds. Non, l'étudiant doit se dire, s'il a un cours casse-pied mal donné, qu'il n'aime pas, tous les samedis à 9 h du matin, c'est précisément ce cours-là que j'étudie. J'ai répété ça à des dizaines d'étudiants au cours de ma carrière de professeur. Et enfin, il faut programmer. C'est un mot que beaucoup n'aiment pas, programmer. Alors vous savez, pour apprendre à jouer un petit peu quelques notes comme ça, on peut faire ça spontanément. Moi, quand j'avais 10 ans, on était chez des amis, il y avait un piano, et j'ai appris à jouer tout seul comme ça. J'ai du bon tabac dans ma tabatière. Je me croyais déjà musicien, ou presque. Il est évident que si vous voulez vraiment apprendre la musique, il va falloir aller au solfège, et si vous voulez jouer des symphonies, il va falloir programmer des apprentissages rigoureux lorsqu'il ne s'agit pas simplement de jouer comme ça quelques notes de musique. Voilà donc pour les préparatifs. Donc les changements difficiles, il faut distinguer. Il y a des changements qui sont faciles. Il suffit parfois de supprimer le café. Hein, ou de comprendre, voilà un autre exemple qui vient à l'esprit avec le café. Je reçois un jour un directeur de banque, c'était un autre, pas celui qui avait donné une gifle à sa femme, et qui vient me voir. Il avait des problèmes aussi avec sa femme. Et il m'a dit, vous savez, moi j'ai mal à la tête le week-end. Et je pense que c'est les tensions conjugales, etc. Alors, je ne suis pas un obsédé du café, mais je demande,
c'est une des questions que je pose toujours. Je lui dis, et vous buvez du café? Oui, oui, bien sûr, à la banque, je bois quand même régulièrement plusieurs tasses. Deux le matin, j'en prends une à 10 heures, j'en prends une à 2 heures, j'en prends une à 4 heures, donc sûrement 5 tasses de café par jour. Ah. Et le week-end? Alors le week-end, je bois quasi pas une tasse le matin. Ah, mais voilà, essayez un peu d'équilibrer. Parce que les gens qui sont accros au café, qui en boivent tous les jours 4-5 tasses, eh bien, lorsqu'elles n'ont pas cette dose de caféine, eh bien, elles ont une barre, elles se sentent beaucoup plus molles, elles ne se sentent pas très bien. Alors donc, ou bien il faut prendre autant de café le dimanche qu'en semaine, ou bien il faut diminuer en semaine de manière à arriver au dimanche. Si vous voulez, en tout cas, éviter d'avoir cette espèce de malaise, de mollesse et un peu une barre dans la tête. Donc voilà des exemples où les choses sont très simples. Malheureusement, elles ne sont pas toujours aussi simples.